Ma sœur a lu mes pensées les plus intimes cachées dans mon coffre-fort et a décidé de le dire à toute la famille avec un sourire narquois. Elle pensait m'avoir ruiné, mais mon ordinateur portable contenait sa propre perte. Ma sœur a lu mes pensées les plus intimes et vulnérables cachées à l'intérieur d'un coffre-fort numérique verrouillé dans ma chambre, et elle a décidé de les lire à haute voix à toute notre famille lors du dîner du dimanche. Elle a ri en le faisant, observant avec un sourire narquois le visage de ma mère se crisper de dégoût absolu, et mon père exigeait que je prépare mes affaires et que je quitte leur maison immédiatement. Morgane se tenait là, l'enfant chéri de la famille, tenant ma vie ruinée dans ses mains manucurées pendant que 20 membres de la famille me regardaient m'effondrer en 1 million de morceaux. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne dans cette salle à manger ne savait, c'est que je documentais discrètement ces secrets très réels et très illégaux depuis 6 mois. Et le dossier caché qui reposait tranquillement sur mon ordinateur portable allait détruire sa réputation parfaite et méticuleusement construite de manière bien plus radicale qu'elle ne venait de détruire la mienne. Je m'appelle Harper. J'ai 22 ans et, il y a quelques heures, j'étais assise à la table à manger en acajou massif de mes parents, entourée de tantes, d'oncles, de cousins et de grands-parents. Ce rassemblement était censé être une célébration de l'obtention de mon diplôme universitaire. Je venais d'obtenir mon diplôme en biochimie, quelque chose dans lequel j'avais investi 4 années de sang, de sueur et de larmes. La maison dégageait une odeur incroyablement chaleureuse, un mélange du célèbre roast-beef au romarin de ma mère et de vin rouge cher. Les gens se passaient des assiettes, servaient des verres et m'offraient occasionnellement de brèves et polies félicitations pour la fin de mes études. Mais même si la banderole dans le salon portait mon nom, l'attention, comme toujours, appartenait à ma sœur aînée, Morgane. Morgane a 25 ans. C'est une jeune femme éblouissante, charismatique, diplômée d'un Master of Business Administration de Harvard, qui avait récemment été promue à un poste de direction dans l'une des plus grandes sociétés de conseil de Boston. Elle était assise en face de moi, ses cheveux blonds coiffés avec ses ondulations naturelles qui prennent en réalité 2 heures à réaliser. Chaque fois qu'elle tendait la main vers son verre de vin en cristal, l'énorme bague de fiançailles en diamant à sa main gauche accrochait la lumière, aveuglant presque tous ceux qui étaient assis à proximité. À côté d'elle se trouvait son fiancé, Grégory, un brillant chirurgien orthopédiste issu d'une famille plus riche que Crésus. Ensemble, ils ressemblaient à la figurine au sommet d'un gâteau de mariage. Ils représentaient exactement tout ce dont mes parents avaient toujours rêvé, le couple trophée ultime dont ma mère pouvait se vanter lors des déjeuners de son club privé. Moi, en revanche, j'étais l'ombre. Je suis de nature introvertie, un peu maladroite lors des grandes réunions de famille, et mon diplôme en biochimie était perçu par mes parents comme un passe-temps excentrique et sans avenir plutôt que comme un véritable chemin de carrière. Mon père est un homme d'entreprise jusqu'au bout des ongles. Et il n'a jamais compris pourquoi je voulais passer mes journées dans un laboratoire à analyser des toxines environnementales au lieu de gravir les échelons de l'entreprise et de gagner un salaire à 6 chiffres dès le départ. Assise à cette table, je me suis forcé à sourire lorsque l'oncle Kelvin m'a interrogé sur mes projets après l'obtention de mon diplôme, mais je pouvais sentir le poids familier d'être la déception de la famille peser sur ma poitrine. J'ai regardé Morgane accaparer l'attention en racontant une histoire hautement exagérée sur une retraite d'entreprise à Aspen, captivant toute la pièce. Elle m'a regardé au beau milieu de son histoire et m'a offert ce petit sourire narquois et subtil. C'était un regard que j'avais connu toute ma vie. Il signifiait « Regarde-les, Harper. Regarde à quel point ils m'aiment et regarde comment ils se contentent de te tolérer. » J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis concentré sur ma nourriture, me disant qu'après ce soir, je déménagerais, commencerais mon travail d'assistante de laboratoire et prendrais enfin de la distance par rapport à la pression étouffante des attentes de ma famille. Je pensais que je devais juste survivre à ce dîner. Je pensais que la pire chose qui puisse arriver était quelques commentaires passifs-agressifs de ma mère sur mon manque de petite amie ou sur ma robe de remise de diplôme bon marché. Je n'avais absolument aucune idée que Morgane avait déjà planifié mon exécution et qu'elle avait passé les 48 dernières heures à tendre le piège. La trahison a commencé juste après que mon père a fait teinter sa cuillère en argent contre son verre de vin pour porter un toast. La pièce s'est tue, vin perdieux se tournant vers le bout de la table. Mon père s'est levé, ajustant sa cravate chère. Il a commencé par un hochement de tête très bref, presque répété, dans ma direction. Il a dit qu'il était heureux que j'ai enfin terminé mes études et a espéré que je trouverais une utilité pratique à toute cette science. Il lui a fallu exactement 15 secondes pour détourner l'intégralité du discours de ma remise de diplôme pour le diriger vers le prochain mariage estival de Morgane. Il a passé les 5 minutes suivantes à faire l'éloge de son ambition,
de la carrière médicale de Grégory et de la fierté qu'il éprouvait d'avoir une fille aussi brillante pour représenter le nom de la famille. Je gardais les yeux fixés sur mon assiette, serrant ma serviette sous la table, attendant simplement que le toast soit terminé pour que nous puissions servir le dessert. Mais alors que mon père levait son verre pour terminer, Morgane s'est éclairci la gorge. Sa voix portait cette douceur mielleuse particulière qui, si vous la connaissiez assez bien, précédait toujours quelque chose d'incroyablement cruel. Elle s'est levée lentement, s'assurant que toute l'attention était fixée sur elle. Elle a dit qu'en parlant de mon avenir, elle pensait que tous les membres de la famille méritaient de savoir ce que je pensais vraiment d'eux avant de continuer à me couvrir de soutien. Mon estomac s'est complètement noué. L'air dans la pièce a soudainement semblé se raréfier. Morgane a plongé la main dans son sac de créateur surdimensionné posé sur le sol et en a sorti un petit carnet en cuir usé. Mon cerveau a court-circuité. J'ai cessé de respirer. J'ai reconnu ce carnet immédiatement. C'était mon journal intime. Mais ce n'était pas juste un journal laissé négligemment sur une table de nuit. Je gardais ce carnet enfermé dans un lourd coffre-fort numérique en acier boulonné au sol, tout au fond du placard de ma chambre. Le code était un numéro obscur à 6 chiffres. La seule façon pour qu'elle le tienne en ce moment était qu'elle ait utilisé la clé de secours de l'appartement que je lui avais donné des mois auparavant, qu'elle soit entrée chez moi pendant que je traversais la Seine lors de ma cérémonie de remise de diplôme. Et qu'elle ait systématiquement passé des heures à deviner le code ou à utiliser un outil de contournement pour forcer mon coffre-fort. C'était une violation de domicile délibérée et calculée. J'ai essayé de parler, et essayé de lui dire d'arrêter, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge sèche. Morgane a ouvert le carnet à une page qu'elle avait clairement marquée avec un post-it. Elle n'a même pas hésité. Elle a regardé mes parents droit dans les yeux et a commencé à lire mes pensées les plus intimes et désespérées à haute voix. Sa voix a pris un ton théâtral et moqueur. Elle a lu l'entrée où j'avouais que regarder sa vie parfaite me donnait l'impression de me noyer. Elle a lu la partie où j'écrivais que rien de ce que je ferais ne serait jamais suffisant pour nos parents et que lorsqu'ils me regardaient, tout ce qu'ils voyaient, c'était une énorme déception. Le silence qui est tombé sur la salle à manger était absolu et terrifiant. On pouvait entendre l'horloge grand-père faire tic-tac dans le couloir. J'ai senti le sang affluer à mon visage, mes oreilles bourdonnaient si fort que je pouvais à peine m'entendre penser. J'ai regardé ma mère. Sa fourchette avait glissé de ses doigts, cliquetant bruyamment contre son assiette en porcelaine fine. Le visage de mon père se durcissait, virant à une teinte de rouge profond qui signifiait qu'il était furieux, mais essayait de contenir l'explosion à cause des invités. Tante Béatrice a laissé échapper un petit halètement dramatique, serrant ses perles comme si je venais de commettre un meurtre. Mais Morgane n'avait pas fini. Son sourire s'est élargi, ses yeux brillants d'un triomphe absolu. Elle a tourné une autre page et a annoncé qu'il y en avait encore. Elle a lu une entrée brute et colérique où j'admettais que je détestais le monde de l'entreprise que mon père vénérait, que je trouvais que son obsession pour le statut était superficielle. Et que j'étais terrifié à l'idée de le lui dire parce que cela prouverait simplement que j'étais l'échec qu'il croyait déjà que j'étais. Elle a lu mes insécurités les plus profondes, mes luttes contre l'anxiété, mes crises de panique nocturne. Elle a mis mon âme à nu sur la table à manger, servant ma douleur comme plat principal, et elle a apprécié chaque seconde de cela. J'ai finalement retrouvé ma voix. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai dû attraper le bord de la table pour me stabiliser. Je lui ai dit que cela venait d'un coffre-fort verrouillé, qu'elle était entrée par effraction chez moi, qu'elle n'en avait pas le droit. Mais Morgane a refermé le livre d'un coup sec, abandonnant complètement son jeu de douceur. Elle m'a regardé de haut avec un pur mépris et a déclaré que j'étais une enfant secrètement pleine de ressentiment, gâtée et ingrate qui détestait silencieusement la famille pendant qu'il payait pour mon éducation et célébrait ma vie. Elle a parfaitement tourné le récit, se peignant comme l'héroïque diseuse de vérité et moi comme la méchante trompeuse. Avant même que je puisse tenter de me défendre contre la logique tordue de Morgane, la voix de mon père a tranché l'air lourd de la salle à manger comme une lame de boucher. Il a frappé du poing sur la table, faisant trembler les verres de vin. Il n'a pas regardé Morgane. Il ne lui a pas demandé pourquoi elle avait forcé mon coffre-fort verrouillé. Il ne se souciait pas de la violation de domicile ou de la violation massive de ma vie privée. Il a tourné ses yeux froids et furieux entièrement vers moi. Il a exigé de savoir si les choses qu'elle venait de lire étaient vraies. 20 paires d'yeux étaient fixés sur mon visage. Ma grand-mère semblait profondément blessée, secouant lentement la tête. Mes jeunes cousins me regardaient avec la fascination morbide des gens qui assistent à un horrible accident de voiture.
L'oncle Kelvin était le seul qui ne voulait pas croiser mon regard. Il gardait les yeux sur la nappe, une expression de pitié profonde sur le visage. Les murs de la maison de mon enfance semblaient soudain se refermer, la pièce devenant incroyablement chaude, trop petite, et débordante d'un jugement étouffant. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit que c'était un journal privé, que tout le monde a des moments de doute et de frustration, que ce n'était que des pensées nocturnes que j'utilisais pour faire face au stress. Je détestais à quel point ma voix semblait défensive et faible. Mon père ne voulait rien entendre. Il m'a interrompu, sa voix tonnante. Il a dit que je l'avais humilié, lui et ma mère. Il a énuméré tout ce qu'ils avaient jamais fait pour moi, les paiements des frais de scolarité, les contacts de réseautage que j'avais refusé d'utiliser, les opportunités infinies qu'il m'avait offertes. Il s'est levé, sa lourde chaise en bois raclant durement contre le parquet. Il a pointé son doigt vers la porte d'entrée et m'a dit qu'il pensait qu'il valait mieux que je parte immédiatement. J'ai regardé ma mère, espérant désespérément une sorte d'intervention, mais elle a refusé de ne serait-ce que regarder dans ma direction. Elle s'épongeait les coins des yeux avec sa serviette en lin, pleurant des larmes silencieuses d'embarras. Morgane s'est immédiatement placée à ses côtés, frottant l'épaule de notre mère pour la réconforter, jouant le rôle de la fille aimante et solidaire à la perfection absolue. Morgane a regardé nos parents, sa voix dégoulinante de fausse sympathie, et a dit doucement qu'elle était désolée qu'ils aient dû la prendre de cette façon, mais qu'elle ne pouvait tout simplement plus leur cacher ma tromperie toxique. Elle a vraiment dit que la famille devait être honnête l'un envers l'autre. Il n'y avait plus rien à dire. Le verdict avait été rendu, et le jury de mes proches avait pris une décision unanime. J'ai repoussé ma chaise, le son résonnant dans la pièce silencieuse. J'ai attrapé mon sac à main et je suis sorti de cette maison avec toute ma famille élargie observant mon départ. Leur visage allait de la déception au dégoût pur, et quelques-uns montraient définitivement de la satisfaction face au drame intense de la soirée. Alors que j'atteignais ma Honda Civic usée dans l'allée, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir derrière moi. Morgane m'a interpellé depuis le porche. Je me suis retourné pour la voir debout sous la chaude lumière jaune du porche, les bras croisés. Elle m'a dit que peut-être maintenant j'apprendrais le respect et que tout dans le monde ne tournait pas autour de moi et de mes sentiments pathétiques. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée par des larmes non versées. L'humiliation était trop écrasante. La trahison trop incroyablement brute. Je suis juste monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai démarré le moteur. Je me suis éloigné de la maison de mon enfance dans un silence complet, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Mais alors que je naviguais dans les rues sombres pour retourner à mon petit appartement, les larmes chaudes de la honte ont lentement cessé de couler. Le poids écrasant du rejet de ma famille a commencé à se durcir en autre chose, quelque chose de froid, quelque chose de tranchant. Morgane avait fait couler le premier sang, mais elle avait gravement sous-estimé la personne à qui elle avait affaire. Le trajet de retour vers mon appartement a semblé atrocement interminable. Les lampadaires clignotaient de façon rythmique à travers le pare-brise, mais tout ce que je pouvais voir, c'était le visage furieux de mon père et le sourire narquois, triomphant et écœurant de Morgane. Mon esprit n'arrêtait pas de repasser sa voix, résonnant à travers la salle à manger, exposant mes insécurités les plus profondes aux personnes même dont j'avais désespérément cherché l'approbation pendant 22 ans. Mon téléphone posé sur le siège passager n'arrêtait pas de s'allumer et de vibrer sans relâche. Les messages affluaient. Des cousins me demandant si j'allais bien et tante Béatrice m'envoyant un long paragraphe défendant la réaction de mon père et me disant que je devais me repentir. Je les ai tous ignorés. Le seul message qui comptait venait de Tyler, mon meilleur ami depuis ma première année d'université. Le texto disait simplement que ma mère venait d'appeler sa mère, absolument hystérique, et demandait ce qui avait bien pu se passer. J'ai pris le téléphone à un feu rouge et j'ai tapé une réponse rapide. Morgane s'est passée. J'expliquerai tout demain. Je me suis enfin garé dans le parking délabré de mon immeuble. J'ai monté les 3 étages, déverrouillé ma porte et je suis entré dans l'obscurité silencieuse de mon salon. Je n'ai pas allumé les plafonniers. J'ai marché directement devant la cuisine, directement devant mon lit, et je me suis assise à mon bureau bon marché en panneau de particules. J'ai tendu la main et ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, illuminant mon visage dans la pièce sombre. Voici ce que Morgane ne savait pas. Voici ce que mes parents, mes tantes, mes oncles et son riche fiancé, Grégory, ne savaient pas. Oui,
Je suis une jeune femme réservée et calme, diplômée en biochimie, qui lutte contre l'anxiété. Mais mon véritable talent, la chose dans laquelle je suis réellement brillante, a toujours été l'observation, la reconnaissance des modèles et la documentation méticuleuse. Je remarque les choses que les gens essaient de cacher. Je vois les fils lâches dans le tissu d'un mensonge, et je sais exactement comment les tirer jusqu'à ce que tout se défasse. Depuis les 6 derniers mois, depuis que j'avais remarqué pour la première fois des divergences flagrantes et impossibles dans la vie parfaite de Morgane, j'enquêtais discrètement sur elle. Je n'étais pas juste assise là à être jalouse. Je montais un dossier. Le curseur de ma souris a survolé un dossier caché au plus profond d'un labyrinthe de fichiers de recherche en chimie organique, de rapports de laboratoire et d'ensemble de données d'analyse statistique. Le dossier était simplement intitulé « Données financières de la gestion de la relation client ». J'ai double-cliqué sur le dossier et des dizaines de sous-dossiers ont rempli l'écran. À l'intérieur se trouvaient des centaines de captures d'écran, d'enregistrements audio, de relevés bancaires téléchargés, de chronologies croisées et de mets d'entreprises internes. C'était une mine d'or de preuves. Cela contenait des preuves concrètes et indéniables d'activités qui ne feraient pas seulement licencier Morgane, mais qui entraîneraient des inculpations fédérales. Morgane pensait être si intelligente. Elle pensait que s'introduire dans mon coffre-fort et voler mon journal intime était la démonstration de force ultime. Elle voulait me détruire avec mes pensées privées et inoffensives pour me faire passer pour une petite sœur pathétique et jalouse. Mais alors que je faisais défiler les énormes archives numériques que j'avais compilées, un calme froid et concentré m'a envahi. Mes mains ont enfin cessé de trembler. L'humiliation du dîner est passée au second plan, remplacée par un sentiment de détermination pure et inaltérée. Morgane avait apporté un carnet à une guerre alors que j'étais assise sur un arsenal nucléaire. Elle avait détruit ma position dans une famille qui ne m'avait de toute façon jamais vraiment valorisé. J'étais sur le point de détruire sa liberté, sa carrière, son prochain mariage dans la haute société et toute sa réalité méticuleusement construite avec ses propres crimes documentés et indéniables. J'ai pris une grande inspiration, ouvert la première feuille de calcul et commencé à organiser le chaos en une présentation structurée et mortelle. Il était temps de préparer l'exécution. Pour comprendre comment j'ai mis la main sur des preuves qui pourraient envoyer ma sœur dans une prison fédérale, il faut remonter exactement 6 mois en arrière, à une semaine fraîche de fin novembre. Tout a commencé par pur accident. Je ne suis pas de nature méfiante, et je n'ai certainement jamais eu l'intention de ruiner la vie de Morgane. À l'époque, j'étais juste une étudiante de dernière année stressée qui essayait de terminer sa thèse. Mon vieil ordinateur portable était complètement tombé en panne pendant une phase de recherche cruciale, l'écran devenant noir et refusant de se rallumer. J'étais paniqué, face à une échéance massive. Morgane, jouant étonnamment le rôle de la généreuse sœur aînée, a proposé de me prêter son ordinateur portable de travail élégant et haut de gamme pour le week-end pendant que le mien était chez le réparateur. Elle m'a dit d'utiliser simplement le profil invité et de ne pas toucher à ses affaires professionnelles. J'étais incroyablement reconnaissante. J'étais assise à mon bureau ce samedi-là, tapant frénétiquement, mais à un moment donné, l'ordinateur portable a gelé. Dans une tentative de forcer la fermeture de mon traitement de texte, j'ai accidentellement cliqué sur la mauvaise icône dans la barre des tâches et l'application de messagerie principale de Morgane s'est maximisée à l'écran. Elle était restée connectée. J'étais sur le point de la minimiser immédiatement, ne voulant pas fouiner, lorsqu'un objet de mail spécifique a attiré mon attention. Il provenait d'un homme nommé Victor Maxwell, qui, je le savais d'après les vantardises constantes de Morgane, était le directeur financier de sa société de conseil. L'objet disait en lettres majuscules « Urge réallocation du trimestre 3, vérification ET divergence DE facturation CLI ». Ce n'était pas seulement les majuscules qui m'ont fait faire une pause. C'était le ton de l'extrait visible dans le volet de prévisualisation. Victor ne posait pas une question polie. L'aperçu indiquait qu'il avait besoin d'éclaircissements immédiats sur la raison pour laquelle des fonds spécifiques étaient acheminés via des fournisseurs tiers non vérifiés. Cela semblait incroyablement sérieux, presque hostile. Cela ressemblait à une accusation. Je n'ai pas cliqué sur l'email. Je ne voulais pas laisser d'accusé de réception, mais la formulation est restée coincée dans mon esprit comme une écharde. Pourquoi le directeur financier remettrait-il agressivement en question une partenaire junior au sujet de fournisseurs non vérifiés et d'argent manquant? Quelques jours plus tard, notre famille s'est réunie pour le dîner de Thanksgiving. L'ambiance était festive, le vin coulait à flot, et Morgane accaparait l'attention comme d'habitude, parlant de combien son entreprise valorisait sa contribution.
Pendant une accalmie dans la conversation, alors que mes parents étaient dans la cuisine pour chercher la tarte, je me suis penché nonchalamment vers Morgane. J'ai gardé la voix basse et j'ai demandé, juste par véritable préoccupation fraternelle, si tout allait bien au bureau. J'ai mentionné que j'avais accidentellement vu un objet de mail d'apparence stressante de son directeur financier concernant des problèmes de facturation lorsque mon programme avait gelé, et j'espérais qu'elle n'avait pas d'ennui. Sa réaction a été instantanée, terrifiante et complètement disproportionnée. Le sang s'est complètement retiré du visage de Morgane, la laissant pâle comme un fantôme avant qu'une violente rougeur ne grimpe dans son cou. Elle a claqué son verre de vin sur la table si fort que le pied s'est presque brisé. Elle s'est penchée dans mon espace personnel, les yeux écarquillés par une sorte de fureur maniaque, et a sifflé contre moi, demandant ce qui n'allait pas chez moi. Elle m'a accusé d'être une malade, une espionne obsédée qui fouillait dans ses emails professionnels confidentiels et privés. Elle a élevé la voix, poussant mes parents à se précipiter dans la salle à manger. Morgane a immédiatement joué la victime, criant que j'avais envahi sa vie privée et piraté son ordinateur. Mes parents, fidèles à eux-mêmes, n'ont pas demandé ma version des faits. Mon père m'a fait une leçon cinglante sur le respect des limites et de la confidentialité professionnelle, là, au-dessus de la tarte à la citrouille. J'ai fini par m'excuser abondamment, affirmant que c'était un accident total, juste pour maintenir la paix. Mais alors que j'étais assise là silencieusement pour le reste de la soirée, regardant Morgane vérifier nerveusement son téléphone toutes les 5 minutes avec un léger tremblement dans les mains, mon cerveau scientifique est passé à la vitesse supérieure. Si c'était juste un malentendu classique d'entreprise, elle aurait levé les yeux au ciel et l'aurait expliqué. Mais elle avait réagi comme un animal acculé. Elle avait réagi comme quelqu'un qui était terrifié à l'idée d'être attrapé. Sa réaction excessive et massive a été le moment exact où elle m'a accidentellement tendu la loupe. Elle m'a dit que j'avais touché un point sensible, alors j'ai décidé de commencer à creuser. Je n'ai pas commencé par pirater ses comptes bancaires ou installer des logiciels espions. Je ne suis pas une criminelle. J'ai commencé par prêter simplement une attention très particulière aux choses que Morgane exposait volontairement au monde, des choses qu'elle pensait que personne n'était assez intelligent pour recouper. J'ai traité sa vie comme un ensemble de données de biochimie, cherchant des anomalies et des valeurs aberrantes. Le premier signal d'alarme massif a été son programme de voyage par rapport à sa présence sur les réseaux sociaux. Morgane disait fréquemment à nos parents qu'elle voyageait pour des réunions clients à enjeux élevés. Début décembre, elle a prétendu passer une semaine à Chicago pour négocier un contrat. Nos parents ont loué son éthique de travail acharnée, mais j'ai consulté les métadonnées cachées d'une photo qu'elle avait publiée sur son compte Instagram secondaire, plus privé, exactement au cours de cette même semaine. La photo montrait un cocktail chic et la légende était vague, mais les données de localisation intégrées dans le fichier image et le reflet distinct d'un point de repère local dans le verre prouvaient qu'elle n'était pas en train de geler à Chicago. Elle était assise dans un restaurant de luxe au centre-ville de Boston. Pourquoi mentirait-elle à l'entreprise et à sa famille sur le fait d'être en voyage d'affaires tout en restant secrètement dans sa propre ville? Ensuite, il y a eu les mathématiques. Je savais approximativement ce que gagnait une partenaire junior dans son entreprise. C'était un salaire fantastique, absolument. Mais ce n'était pas une richesse illimitée. Pourtant, Morgane vivait comme une héritière milliardaire. Son nouvel appartement était un attique qui se louait pour un montant astronomique. Elle a soudainement échangé sa berline raisonnable contre une toute nouvelle BMW toutes options. La bague de fiançailles en diamant que Grégory lui avait offerte était massive, mais Grégory était encore interne en chirurgie. Son salaire couvrait à peine ses propres prêts pour l'école de médecine. Lorsque j'ai nonchalamment complimenté la bague à Noël, Morgane a fait une erreur et a fièrement mentionné qu'elle avait aidé à améliorer la pierre elle-même parce qu'elle voulait quelque chose qui reflète son statut. Les mathématiques ne collaient tout simplement pas. Ses revenus légitimes ne pouvaient pas soutenir cette soudaine explosion de luxe extrême. La dernière pièce du puzzle externe s'est mise en place lors d'un dîner en famille en janvier. Morgane est allée aux toilettes et a laissé son manteau de créateur drapé sur une chaise. Un téléphone a commencé à vibrer à l'intérieur de la poche. Pas son téléphone principal et élégant qu'elle avait toujours à la main, mais un deuxième téléphone, beaucoup moins cher, un téléphone jetable. Je me suis approché pour baisser le volume afin de ne pas déranger mon père, qui détestait les téléphones qui sonnent pendant les repas. Alors que je sortais le téléphone, l'écran s'est allumé avec une notification de message texte. Il provenait d'un contact enregistré simplement sous la lettre M, que j'ai identifié plus tard comme étant Marcus Lynn, un de ses anciens collègues qui avait été discrètement licencié l'année précédente.
L'aperçu du message texte disait « Prochain transfert prêt ». Garde sa propre cette fois. Il surveille. Avant même que je puisse traiter les mots, le message a disparu de l'écran. Elle utilisait une application d'effacement automatique conçue pour ne laisser aucune trace. J'ai glissé le téléphone dans la poche de son manteau, mon cœur martelant mes côtes. Je me suis rassise à table et j'ai regardé à travers la pièce ma sœur, qui riait et sirotait du champagne. La réalisation m'a frappé avec la force d'un train de marchandises. Morgane n'avait pas seulement un succès fou, et elle n'était pas seulement mauvaise pour gérer ses dettes. Ma magnifique et parfaite sœur, l'enfant chéri, volait activement son entreprise. Elle était impliquée dans une sorte de fraude financière systématique. À partir de cette nuit-là, mon observation occasionnelle s'est transformée en une enquête documentée et implacable. J'ai fait des captures d'écran de chaque incohérence, cartographié chaque fausse localisation et attendu patiemment qu'elle commette une erreur technique fatale. Et parce que Morgane croyait qu'elle était la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne me remette les clés du château. La percée que j'attendais est finalement arrivée début mars, née entièrement de l'arrogance stupéfiante de Morgane et de sa sous-estimation fondamentale de mes capacités. À ce stade, quel que soit le stratagème qu'elle dirigeait, cela la rendait clairement incroyablement paranoïaque. Lors d'une visite dominicale chez nos parents, elle m'a prise à part dans la cuisine. Elle avait l'air stressée, mâchouillant l'ongle de son pouce. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à configurer un disque dur externe crypté de grande capacité. Elle s'est plainte que le département informatique de son entreprise devenait trop curieux concernant l'utilisation du stockage en nuage. Et elle a affirmé qu'elle avait besoin d'un endroit hors ligne sécurisé pour sauvegarder ses stratégies clients hautement sensibles et confidentielles. Elle a littéralement levé les yeux au ciel et a dit « Tu es doué pour tous ces trucs ennuyeux, Harper. Configure-le juste pour que personne ne puisse y accéder à part moi. » C'était l'équivalent d'un braqueur de banque demandant au discret agent de sécurité de tenir son sac de sport rempli d'argent. J'ai accepté instantanément, jouant le rôle de la petite sœur enthousiaste et serviable. Elle m'a tendu le disque noir élégant et son ordinateur portable de travail. Elle est restée par-dessus mon épaule pendant les 10 premières minutes pendant que je formatais le disque et établissais les protocoles de cryptage. Mais Morgane n'a aucune capacité d'attention pour les choses qu'elle considère en dessous d'elle. Ma mère a appelé depuis le salon, proposant du café frais, et Morgane s'est empressée de s'éloigner, me laissant complètement seul à l'îlot de la cuisine avec un accès illimité au disque et à sa machine connectée. Elle supposait que je cliquais simplement sur suivant dans un assistant de configuration. Elle n'a jamais réalisé que lors de l'établissement des paramètres de cryptage maître, je me suis configuré comme administratrice secondaire silencieuse. J'ai créé un identifiant de porte dérobé qui contournait entièrement son mot de passe. J'ai terminé la configuration, lui ai rendu le disque et j'ai souri alors qu'elle me remerciait avec condescendance. Elle a ramené le disque dans son attique, croyant que ses secrets étaient parfaitement enfermés dans une forteresse numérique. 2 semaines plus tard, le piège s'est refermé. Morgane est venue chez nos parents pour le dîner du dimanche, apportant son sac d'ordinateur portable comme elle le faisait toujours, affirmant qu'elle devait terminer un rapport. Au milieu de la soirée, elle a annoncé qu'elle montait prendre une longue douche chaude parce qu'elle avait des tensions dans le cou. Elle a laissé son sac sans surveillance sur le canapé du salon. Dès que j'ai entendu l'eau de la douche couler au 2e étage, j'ai agi. Mon cœur battait si vite que je croyais qu'il allait me fendre les côtes. J'ai ouvert la fermeture éclair de son sac, sorti le disque dur externe et je l'ai branché directement sur mon propre ordinateur portable, que j'avais caché sous un magazine sur la table basse. En utilisant les identifiants d'administrateur silencieux que j'avais créés, j'ai contourné sa sécurité instantanément. Je n'avais pas le temps de rien lire. J'avais juste besoin des données. J'ai lancé une séquence de clonage massive et rapide, copiant l'intégralité du contenu de son disque sur une partition cachée de ma machine. La barre de progression avançait lentement sur l'écran. 50%. 70%. Je pouvais entendre l'eau de la douche s'arrêter à l'étage. La panique a envahi mes veines. 90%. J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir et les pas de Morgane sur le parquet du couloir. 100%. J'ai arraché le câble, fourré son disque dans son sac, refermé la fermeture éclair parfaitement, et jeté un coussin sur mon ordinateur portable juste au moment où Morgane descendait les escaliers, se séchant vigoureusement les cheveux avec une serviette. Ce n'est que lorsque je suis rentré dans mon propre appartement à minuit que j'ai enfin ouvert les fichiers clonés.
Ce que j'ai trouvé était absolument stupéfiant. Ce n'était pas juste quelques notes de frais gonflées. C'était une opération de détournement de fonds massive et sophistiquée. J'ai trouvé des dizaines de feuilles de calcul complexes suivant méticuleusement plus de 247 000 € de fausses facturations sur une période de 18 mois. Elle avait mis en place un réseau de faux comptes de fournisseurs utilisant des variations de son propre deuxième prénom, acheminant des paiements pour des services de conseil qui n'avaient jamais existé. J'ai trouvé des journaux de discussion sauvegardés avec Marcus Lynn confirmant qu'il était son complice extérieur l'aidant à blanchir les fonds. Pire que tout, j'ai trouvé son propre journal intime numérique, un document de planification détaillant comment elle avait l'intention d'extraire 50 000 € supplémentaires avant son mariage en août, après quoi elle prévoyait de prendre un congé maternité prolongé. Laissant délibérément les comptes frauduleux et chaotiques derrière elle pour que les autres partenaires juniors innocents emportent la responsabilité lorsque l'audit inévitable aurait lieu. Elle était froide, calculatrice et entièrement impitoyable. Elle avait parfaitement documenté ses propres crimes fédéraux, et maintenant je possédais la moindre parcelle de tout cela. La semaine qui a suivi ce dîner dominical désastreux a été un exercice d'endurance psychologique extrême. J'avais les fichiers. J'avais la preuve indéniable. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour réduire la vie de Morgane en cendres. Mais je savais, après des années à vivre dans son ombre, que si j'agissais trop vite, si j'agissais sous l'effet d'une émotion pure et débridée, elle trouverait un moyen de déformer le récit. C'était un maître de la manipulation. Elle devait d'abord se sentir parfaitement en sécurité. Elle devait croire que sa performance théâtrale à la table à manger avait réussi à détruire ma crédibilité et à cimenter sa position de fille parfaite. Ce n'est que lorsqu'elle serait à l'aise qu'elle serait vulnérable. J'ai donc utilisé l'arme la plus terrifiante que j'avais, un silence absolu et étouffant. Pendant 6 jours entiers, je n'ai pas contacté mes parents. Je n'ai pas répondu au message texte incroyablement agressif que Morgane m'a envoyé pour exiger que je m'excuse auprès de notre mère pour avoir gâché la fête de remise des diplômes. Je n'ai pas répondu aux appels des membres de la famille élargie qui voulaient me faire la leçon sur le respect. Je suis simplement allé à mon travail à temps partiel d'assistante de laboratoire, j'ai fait mon travail tranquillement, je suis rentré dans mon appartement et j'ai attendu. Le silence était soigneusement calculé. Morgane prospère sur l'attention et les conflits. Quand vous ripostez, elle sait ce que vous faites. Quand vous l'ignorez complètement, elle commence à perdre la tête. La seule personne autorisée dans mon espace était Tyler. Le jeudi soir, il est venu en portant 2 énormes sacs de plats chinois à emporter bon marché. Il ne m'a pas poussé à tout expliquer tout de suite. Il a simplement déballé les cartons de nouilles Hello Mine et de poulet aigre-doux, m'a tendu une paire de baguettes et s'est assis sur mon canapé usé. Après avoir mangé dans un silence confortable pendant un moment, j'ai finalement ouvert mon ordinateur portable et je lui ai montré une petite fraction de ce que j'avais trouvé. Je ne lui ai pas montré les dossiers financiers approfondis, mais j'ai expliqué le principe de base. Morgane détournait des sommes massives d'argent et j'en avais la preuve parce qu'elle me l'avait remise avec négligence. Tyler est resté assis là à fixer l'écran, la bouche légèrement ouverte. Il m'a regardé et a dit qu'il avait toujours su que ma sœur était une sociopathe, mais qu'il n'avait jamais réalisé qu'elle était une vraie criminelle au sens littéral. Il m'a demandé quel était mon plan, et je lui ai dit que j'attendais juste le bon moment pour ferrer le poisson. Vendredi soir, je pouvais dire que le silence atteignait Morgane. Le ton de ses messages textes est passé d'exigences agressives d'excuses à des questions bizarrement paranoïaques. Elle a demandé pourquoi j'étais si silencieuse. Elle a demandé si je préparais une sorte de vengeance puérile. Je savais qu'elle était assise dans son attique de luxe, fixant son téléphone, se demandant si elle m'avait poussé trop loin. Il était temps. Je me suis assise à mon bureau, la lueur de l'ordinateur portable illuminant la pièce sombre, et j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mon fil de discussion avec Morgane. J'ai tapé une réponse, mes pouces bougeant délibérément sur l'écran en vert. Je suis resté brève, faisant écho aux mots hypocrites exacts qu'elle avait utilisés pour justifier l'effraction de mon coffre-fort verrouillé. J'ai écrit « Tu avais raison l'autre soir, Morgane. La famille devrait être totalement honnête l'un envers l'autre. Nous ne devrions garder aucun secret. Au fait, je vérifiais justement ces fichiers de travail hautement sensibles sur ce disque dur externe que tu m'as demandé de configurer pour toi. Tu as vraiment laissé beaucoup de choses intéressantes dans les dossiers de l'administrateur. Passe un bon week-end. » J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas bloqué son numéro.
J'ai juste posé le téléphone face vers le bas sur le bureau et j'ai regardé l'écran de mon ordinateur. Il a fallu exactement 3 minutes pour que mon téléphone commence à vibrer. C'était Morgane qui appelait. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça passe sur la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, elle a rappelé. Je l'ai ignoré. Ensuite sont venus les messages textes. 3 points sont apparus, ont disparu et sont réapparus. Elle a demandé de quoi je parlais. Elle a exigé que je réponde au téléphone. Elle a dit que si je touchais à ses fichiers de travail, c'était un crime fédéral et qu'elle me ferait arrêter. J'ai souri intérieurement, un sourire froid et sans humour. C'était une menace incroyablement intéressante venant d'une femme qui venait de commettre une véritable violation de domicile pour voler un journal intime. J'ai tapé une dernière réponse effrayante. Je lui ai dit que nous devrions toutes les deux espérer que nos secrets restent privés et je lui ai souhaité une bonne nuit. J'ai complètement éteint mon téléphone, éteint mon ordinateur portable et je suis allé dormir. L'appât était dans l'eau, et je savais avec certitude que le requin allait mordre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. C'est arrivé le soir même. J'étais assise à mon bureau en train de réviser des données de chromatographie pour mon travail de laboratoire lorsque j'ai entendu des pas lourds et frénétiques marteler les escaliers jusqu'à mon étage. Avant même que je puisse me lever, la poignée de porte a cliqueté violemment et la porte de mon appartement s'est ouverte à la volée. Morgane avait dû secrètement faire une copie de ma clé de secours de l'appartement des mois auparavant, violant complètement ma confiance bien avant même que l'incident du journal intime ne se produise. Elle a fait irruption dans mon salon et elle ne ressemblait absolument en rien à l'enfant chéri parfaitement coiffé du dîner de remise des diplômes. Son trench coat de créateur hors de prix était froissé. Ses cheveux blonds, d'habitude immaculés, étaient tirés en arrière dans un chignon en désordre inégal. Son visage était rouge, sa respiration lourde et ses yeux étaient écarquillés par une sorte de terreur frénétique et désespérée. Le masque était complètement tombé. Elle a claqué la porte derrière elle, ses talons au claquant sèchement contre mon revêtement de sol stratifié bon marché alors qu'elle marchait directement vers moi. Elle a exigé de savoir où c'était. Sa voix tremblait tellement qu'elle se brisait. Elle a demandé ce que j'avais fait de son disque dur et ce que je voulais dire par mon message texte. J'ai fait pivoter ma chaise de bureau lentement, m'assurant de garder une expression complètement vide et neutre. Je l'ai regardée et j'ai calmement fait remarquer que c'était la 2e fois qu'elle entrait par effraction chez moi en une seule semaine et qu'elle devenait plutôt audacieuse. Morgane ne se souciait pas du sarcasme. Elle a traversé la pièce en 3 longues enjambées et a attrapé mon ordinateur portable sur le bureau, le tenant contre sa poitrine comme un bouclier. Elle m'a crié dessus, me demandant ce que j'avais vu et menaçant d'appeler la police pour me dénoncer pour espionnage industriel. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'être gentille. Je me suis levé. Je suis plus grande que Morgane de plusieurs centimètres, un avantage physique que je n'avais jamais vraiment utilisé pour l'intimider auparavant. Mais alors que je faisais un pas envers elle, la regardant reculer instinctivement et serrer mon ordinateur plus fort, j'ai réalisé pour la première fois de toute ma vie que ma sœur aînée était sincèrement terrifiée par moi. J'ai gardé ma voix mortellement calme. Je lui ai dit de poser l'ordinateur. Je lui ai rappelé que légalement, toutes les données auxquelles j'avais accédé au cours d'un processus de configuration qu'elle avait spécifiquement demandé en utilisant un mot de passe administrateur que j'avais légitimement créé n'étaient pas du piratage. Mais, ai-je ajouté doucement, j'étais tout à fait certaine que le service juridique de son entreprise aurait des opinions très intéressantes sur le contenu réel de ces fichiers. Morgane a soigneusement reposé l'ordinateur portable sur le bureau, ses mains tremblant violemment. Elle a essayé de bluffer, me disant que je ne savais pas de quoi je parlais. Je n'ai pas rompu le contact visuel. J'ai commencé à réciter les faits. J'ai prononcé le nom de Marcus Lynn. J'ai regardé le reste des couleurs disparaître complètement de son visage. J'ai indiqué le chiffre exact, 247 000 € de fausse facturation sur une période de 18 mois. J'ai énuméré les faux comptes de fournisseurs qu'elle avait créés en utilisant des variations de son 2e prénom. J'ai cité mot pour mot les journaux de discussion où elle parlait de piéger les autres partenaires juniors avant de partir en congé maternité. Les genoux de Morgane ont physiquement cédé. Elle s'est effondrée lourdement sur le bord de mon lit, sa posture parfaite s'effondrant. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas les pleurs élégants et silencieux qu'elle utilisait pour manipuler notre mère. C'étaient des sanglots laids et désespérés. Elle m'a supplié d'écouter. Elle a essayé de se justifier. Elle a affirmé que l'entreprise la sous-payait,
qu'elle travaillait 2 fois plus dur que les cadres masculins et qu'elle méritait cet argent. Je l'ai coupée immédiatement. Je lui ai dit qu'elle ne s'était pas battue pour un salaire équitable, qu'elle était juste devenue une voleuse ordinaire et prévoyait de ruiner des collègues innocents pour couvrir ses traces. Elle m'a regardé, son mascara coulant sur ses joues, et a demandé ce que je voulais. Elle a proposé de me donner 50 000 €, l'intégralité de ses économies pour son mariage de luxe, si je supprimais simplement tout. Je l'ai regardé de haut avec un dégoût absolu. Je lui ai dit que je ne voulais pas un seul centime de son argent volé. Je me suis penché tout près et j'ai lancé l'ultimatum. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à lundi matin à 9 h pour entrer dans le bureau de Victor Maxwell, son directeur financier, et confesser chaque chose. Si elle ne se confessait pas ou si elle essayait de fuir, j'enverrai tout le dossier crypté par email au conseil d'administration, à la police et aux enquêteurs fédéraux chargés de la prochaine fusion massive de son entreprise. Je lui ai dit que ses choix étaient de se rendre et peut-être de sauver un accord de plaidoyer, ou de me laisser l'exposer et de garantir qu'elle passerait une décennie dans une prison fédérale. J'ai pointé la porte du doigt et je lui ai dit de sortir. Elle est presque sortie de mon appartement en rampant, laissant derrière elle une traînée d'arrogance brisée. Morgan était acculé, et un animal acculé est incroyablement dangereux. Je lui avais donné le week-end pour prendre une décision, mais je savais que je ne pouvais pas simplement rester assise là et espérer qu'elle choisisse la voie de l'honneur. Elle avait déjà prouvé qu'elle n'avait aucun honneur. Si elle réalisait que sa carrière était terminée, quoi qu'elle fasse, elle pourrait décider de m'entraîner dans sa chute en déposant une plainte préventive auprès de la police affirmant que j'avais volé des secrets d'entreprise ou essayé de l'extorquer. J'avais besoin d'un bouclier. J'avais besoin d'une défense juridique en béton avant l'arrivée du lundi matin. À la première heure le vendredi matin, j'ai passé un appel téléphonique à Harrison. Harrison est le père de Tyler, un ancien procureur fédéral très respecté qui dirigeait maintenant un cabinet de défense privé très fructueux au centre-ville de Boston. Il me connaissait depuis que j'étais une étudiante de première année timide de 18 ans qui traînait dans sa cuisine, et il m'avait toujours dit de l'appeler si jamais je me trouvais dans de graves ennuis. Quand je lui ai dit au téléphone que je faisais face à une situation hautement sensible impliquant une fraude d'entreprise et ma sœur, son ton est passé instantanément de paternel à professionnel. Il m'a dit de venir à son bureau immédiatement. 1 heure plus tard, j'étais assise dans l'immense bureau d'Harrison avec vue sur le port. La pièce était décorée de bois d'acajou foncé et de meubles en cuir qui respiraient l'autorité. Je me suis assise dans une lourde chaise et j'ai exposé toute l'histoire, depuis la gaffe du dîner de Thanksgiving jusqu'à l'effraction de mon domicile et le vol de mon journal, en passant par le disque dur cloné et la confrontation à laquelle je venais de survivre la nuit précédente. Je n'ai omis aucun détail. Harrison a écouté dans un silence absolu, le visage illisible, prenant occasionnellement des notes précises sur un bloc-notes juridique jaune. Quand j'ai finalement terminé, il a posé son stylo et m'a regardé pendant un long moment. Il m'a dit que je m'étais mise dans une position très précaire. Il a expliqué que bien que mon accès au disque puisse techniquement être défendable puisque Morgan m'avait demandé de le configurer, la ligne était dangereusement mince. Si elle allait voir les autorités en premier, cela deviendrait une guerre d'usure compliquée et désordonnée. Mais il a noté que son exposition était si massive qu'aller à la police serait un suicide professionnel pour elle. Je lui ai demandé ce que je devais faire pour me protéger pendant le week-end. Harrison s'est penché en avant, posant ses coudes sur le bureau. Il a dit que mon exigence qu'elle confesse était en fait un coup tactique brillant. Cela montrait que j'agissais par devoir civique, donnant au coupable une chance de faire ce qu'il fallait avant d'aggraver le problème. Mais pour assurer ma sécurité, il m'a présenté un concept appelé divulgation protégée. C'était essentiellement une assurance pour les lanceurs d'alerte. Il m'a chargé de créer immédiatement une clé USB cryptée physique contenant chaque élément de preuve, chaque capture d'écran et chaque journal de discussion. Je devais écrire une déclaration notariée détaillée décrivant la chronologie exacte de la façon dont j'avais acquis les informations, notant explicitement que Morgan m'avait donné l'accès administrateur elle-même. Je scellerai ensuite ce lecteur et la déclaration dans une enveloppe inviolable et je les remettrai à sa garde légale. Il a expliqué que le secret professionnel de l'avocat signifiait qu'il ne pouvait pas agir sur les informations à moins que je ne l'autorise. Mais le fait d'avoir les preuves scellées dans le coffre d'un avocat établissait une chronologie documentée et indéniable de mes intentions. Si Morgan essayait d'inventer une histoire lundi en affirmant que je l'avais piratée de nulle part, Harrison aurait la preuve horodatée que j'avais sécurisé les preuves spécifiquement pour signaler un crime majeur. J'ai quitté son bureau en sentant un poids énorme s'enlever de mes épaules. J'ai passé les 3 heures suivantes à compiler le lecteur maître,
à rédiger ma déclaration sous serment et à la faire certifier par un notaire dans une banque locale. Vendredi après-midi, le paquet était enfermé en toute sécurité dans un coffre-fort en acier au cabinet d'avocat d'Harrison. J'avais construit une forteresse impénétrable autour de moi. Il ne restait plus qu'à attendre et voir si ma sœur aurait le courage d'affronter sa propre destruction, ou si j'allais devoir appuyer sur le bouton moi-même. Le lundi matin est arrivé avec un lourd ciel gris couvert qui correspondait à mon épuisement nerveux. J'avais à peine dormi de tout le week-end. Je suis allé à mon travail de laboratoire sur le campus en essayant de me concentrer sur le lavage des béchets en verre et la saisie des données, mais mes yeux n'arrêtaient pas de se diriger vers mon téléphone portable posé sur le comptoir. L'échéance que j'avais donnée à Morgane était 9 heures du matin. À 10 heures, je n'avais absolument rien entendu. J'ai commencé à me demander si elle avait vu mon bluff. Je me suis demandé si elle était actuellement à l'aéroport en train d'essayer de fuir le pays avant que l'audit ne frappe. J'étais sur le point de prendre ma pause déjeuner et d'appeler Harrison pour lancer le protocole d'exposition lorsque l'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé. C'était un numéro inconnu. J'ai essuyé mes mains gantées, je suis sorti dans le couloir silencieux et j'ai répondu. Une voix grave et professionnellement neutre est passée par le haut-parleur. L'homme s'est présenté comme Victor Maxwell, le directeur financier de la société de conseil de Morgane. Il m'a demandé s'il parlait à Harper. Ma bouche s'est instantanément asséchée, mais j'ai gardé une voix stable et j'ai confirmé mon identité. Victor a déclaré que ma sœur était venue dans son bureau tôt ce matin-là avec des allégations extrêmement sérieuses concernant des irrégularités de facturation au cours de l'année écoulée. Il a dit que mon nom avait été mentionné comme étant la personne qui avait découvert ces divergences. Il a demandé que je me rende à leur siège social cet après-midi-là à 2 heures pour fournir des éclaircissements. J'ai senti une vague massive d'adrénaline traverser mon corps. Elle l'avait vraiment fait. Morgane avait craqué. Je lui ai dit que je serais là. Je me suis précipité chez moi, j'ai pris une douche et j'ai enfilé la seule tenue professionnelle que je possédais, le tailleur noir raide et bon marché que j'avais acheté pour ma remise de diplôme. Alors que je conduisais vers le quartier financier de Boston, j'ai répété mentalement tout ce qu'Harrison m'avait dit. Sans tenir aux faits. Ne pas montrer d'émotion. Ne pas mentionner le drame familial, le journal intime ou le dîner de remise des diplômes. Présenter tout cela comme une découverte accidentelle et inquiétante. À 1h45 exactement, je suis entré dans l'immense gratte-ciel de verre et d'acier qui abritait la société de conseil. Un assistant silencieux et parfaitement soigné m'a escorté dans une salle de conférence de haute technologie au 40e étage. 3 personnes m'attendaient. Victor Maxwell, une femme à l'air sévère présentée comme Patricia du service juridique, et un homme plus jeune prenant des notes sur un ordinateur portable. La pièce sentait le café cher et la catastrophe imminente. Victor m'a remercié d'être venu avec un préavis aussi court. Il a croisé les mains sur la table massive en chêne et m'a dit que Morgane avait passé 3 heures angoissantes ce matin-là à faire des aveux complets sur des pratiques de facturation frauduleuse systémique. Il m'a demandé d'expliquer exactement comment j'étais entré en possession de ces informations. Je me suis tenu droite, canalisant chaque once d'objectivité scientifique que j'avais apprise à l'université. Je leur ai parlé de l'incident de Thanksgiving, expliquant que sa paranoïa extrême concernant une simple question m'avait rendu observatrice. J'ai expliqué comment elle m'avait explicitement demandé de configurer le disque dur crypté et comment j'avais remarqué les divergences financières massives lors de l'établissement des protocoles de sauvegarde. Patricia du service juridique m'a interrompu, les yeux plissés, et m'a demandé si j'avais contourné la sécurité de Morgane. J'ai regardé Patricia droit dans les yeux et j'ai déclaré calmement que je n'avais rien contourné. J'étais l'architecte autorisé du système de sécurité, et je n'avais examiné les fichiers que parce que les noms des fichiers eux-mêmes suggéraient un acheminement de fournisseurs offshore hautement irrégulier qui m'inquiétait. Victor s'est adossé à sa chaise, m'étudiant attentivement. Il m'a demandé pourquoi je ne le leur avais pas signalé immédiatement. J'ai répondu honnêtement. Je lui ai dit que Morgane était une responsable principale respectée et que je n'étais qu'une étudiante de 22 ans. J'ai dit que j'avais besoin d'être absolument certaine avant de formuler une accusation qui pourrait détruire une carrière, et j'espérais pouvoir la convaincre de se dénoncer elle-même pour atténuer les dommages causés à la prochaine grande fusion de l'entreprise. La mention de la fusion a provoqué un changement visible dans la pièce. Patricia et Victor ont échangé un regard très vif et paniqué. Ils ont réalisé que je connaissais toute l'étendue des enjeux. Victor a finalement hoché lentement la tête. Il m'a remercié pour mon intégrité.
il a confirmé que Morgan avait officiellement démissionné et cédé tous ses actifs pour commencer à payer une restitution en échange du fait que l'entreprise garderait l'affaire en interne et n'engagerait pas de poursuites pénales immédiates uniquement pour sauver la fusion. La réunion était terminée. Je leur ai serré la main, j'ai marché jusqu'à l'ascenseur et je suis descendu de 40 étages dans un silence complet. Morgan n'allait pas dans une prison fédérale aujourd'hui, mais sa vie, sa carrière et sa réputation étaient définitivement et irréversiblement détruites. La chute d'adrénaline m'a frappé à la seconde où je me suis assise dans ma voiture dans le parking. Mes mains tremblaient si violemment que je n'arrivais pas à mettre la clé dans le contact. C'était fini. L'anxiété étouffante de la semaine passée, la peur des représailles, la planification méticuleuse, tout cela avait culminé dans cette salle de conférence. J'avais réussi à démanteler le monstre qui avait terrorisé mon estime de moi pendant des années. Mais alors que je démarrais enfin le moteur et que je conduisais dans la circulation de Boston, le sentiment creux et vide dans ma poitrine a commencé à s'étendre. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais juste incroyablement fatiguée. Ce soir-là, j'étais assise sur mon canapé à fixer l'écran de télévision vide quand mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère. Pendant une brève et stupide seconde, une infime partie de mon enfant intérieur a espéré que Morgan leur avait peut-être dit la vérité. Peut-être que mes parents avaient réalisé à quel point ils m'avaient traité horriblement lors du dîner de remise des diplômes, et ma mère m'appelait pour s'excuser. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu au téléphone. Je n'ai même pas pu dire bonjour. La voix de ma mère a jailli du haut-parleur comme une agression physique. Elle hurlait, sa voix stridente et dégoulinante d'un venin absolu. Elle a exigé de savoir quel genre de monstre malade et tordu j'étais. Elle a dit que Morgan l'avait appelée complètement dévastée, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Selon les cris hystériques de ma mère, Morgan avait perdu son emploi parce que j'avais piraté son ordinateur, transformé un tas d'erreurs de facturation mineure en un scandale massif, et l'avait fait chanter pour qu'elle démissionne juste pour gâcher son prochain mariage. J'ai fermé les yeux, l'épuisement s'installant profondément dans mes os. Morgan mentait toujours. Même après avoir tout perdu, elle ne supportait pas de laisser nos parents voir son vrai visage. J'ai essayé d'interrompre, gardant une voix plate et sans émotion. J'ai dit à ma mère que Morgan avait avoué avoir détourné des centaines de milliers d'euros, qu'elle avait signé des aveux avec son propre service juridique, et qu'elle était une criminelle. Ma mère a refusé d'entendre un seul mot de cela. Elle a couvert ma voix, sa colère dégénérant en pure cruauté. Elle m'a dit que j'avais toujours été follement jalouse de la beauté de Morgan, de son succès et de son fiancé. Elle m'a accusé d'avoir comploté tout cela parce que j'étais une ratée amère et solitaire qui ne supportait pas de voir quelqu'un d'autre heureux. Elle a dit que mon père était tellement dégoûté de moi qu'il ne pouvait même plus regarder une photo de moi et que j'étais officiellement banni de leur maison jusqu'à ce que je me mette à genoux, que je m'excuse auprès de Morgan et que je trouve un moyen de réparer la carrière que j'avais détruite. Quelque chose en moi, la dernière corde fragile et désespérée qui me rattachait à ma famille s'est finalement rompue. Le désir d'obtenir leur approbation s'est évaporé, ne laissant rien d'autre qu'une clarté froide. J'ai arrêté d'essayer de me défendre. Je l'ai laissé finir sa diatribe. Quand elle s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, j'ai parlé doucement, mais avec une conviction absolue et terrifiante. Je lui ai dit que Morgan avait forcé mon coffre-fort verrouillé, volé mes pensées les plus vulnérables et m'avait humilié pour le plaisir. Je lui ai dit qu'elle et papa avaient regardé faire, et avaient choisi de punir la victime parce que c'était plus facile que d'affronter leur enfant chéri. J'ai dit que je n'avais pas ruiné la vie de Morgan. Morgan a ruiné sa propre vie par pure cupidité. Et je n'étais que le miroir lui montrant le reflet. Et enfin, j'ai dit à ma mère qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de me bannir de la maison parce que je ne voulais plus jamais la voir, ni elle, ni mon père, ni ma sœur. Je lui ai dit de passer une bonne vie à vivre dans l'illusion. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Je suis allé dans mes paramètres et j'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué tante Béatrice et chaque cousin qui était resté là à me regarder être humilié. J'ai posé le téléphone sur la table basse. Le silence dans mon appartement était assourdissant. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue, pour les parents qui ont choisi un mensonge confortable au lieu de leur propre fille. Mais alors que les larmes ralentissaient enfin, la sensation d'oppression dans ma poitrine a disparu. J'étais entièrement seul. Mais pour la première fois de mes 22 années,
j'étais complètement et indéniablement libre. La finalité absolue de couper les ponts avec ma famille a apporté une paix étrange et tranquille à ma vie. Au cours des quelques jours suivants, je me suis jeté corps et âme dans mon travail de recherche au laboratoire de l'université, trouvant du réconfort dans les règles prévisibles de la chimie. Je n'ai pas vérifié mes messages bloqués, et je n'ai pas regardé les réseaux sociaux. Mais la réalité a toujours une façon de frapper à votre porte quand vous vous y attendez le moins. 3 jours après l'appel téléphonique avec ma mère à 7 heures du matin, quelqu'un a frappé agressivement à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas et je me suis figé. C'était Morgane, mais ce n'était pas la Morgane que j'avais connue toute ma vie. Elle ressemblait à un fantôme hantant son propre corps. Sa peau était d'un gris pâle maladif, et elle avait d'énormes cernes violet foncé sous les yeux, ayant l'air de ne pas avoir dormi une seule heure depuis lundi. Elle portait un pantalon de survêtement délavé et un sweat à capuche universitaire surdimensionné, un contraste saisissant et discordant avec les costumes de créateurs sur mesure qu'elle portait habituellement comme une armure. Surtout, sa main gauche était nue. L'énorme et aveuglante bague de fiançailles en diamant avait disparu. J'ai lentement déverrouillé le pêne dormant et ouvert la porte de quelques centimètres, gardant la chaîne de sécurité attachée. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Sa voix était rauque et faible. Elle m'a supplié de lui accorder juste 5 minutes de mon temps. Elle a dit qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Contre chaque instinct de mon corps qui me criait de claquer la porte, j'ai glissé la chaîne et je l'ai laissée entrer. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. Je suis juste resté près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, à attendre. Morgane a regardé autour de mon minuscule appartement bon marché avec des yeux vides. Puis elle a commencé à parler. Elle m'a dit que Grégory avait annulé le mariage au moment où elle lui avait parlé de l'accord de restitution. Ses parents, tous deux des avocats de haut niveau, étaient absolument horrifiés par le scandale et l'avaient forcé à couper tous les ponts. Elle a dit que Marcus Lynn, son complice, avait été arrêté parce qu'il n'avait aucun moyen de pression pour négocier une sortie discrète comme elle l'avait fait, et il était actuellement en train de tout dire au procureur pour réduire sa propre peine. Elle m'a regardé, les yeux rougis et creux, et a dit que sa carrière était morte, que son fiancé était parti, et qu'elle allait passer les 2 prochaines décennies à rembourser des centaines de milliers d'euros à l'entreprise. Elle a fait une pause, attendant une réaction. Quand je ne lui en ai donné aucune, sa tristesse s'est rapidement transformée en cette amertume toxique familière. Elle a ricané et a dit que je devais être incroyablement heureuse. Elle m'a accusé d'avoir détruit sa vie, non pas parce que je me souciais de la justice d'entreprise, mais simplement parce que je voulais me venger de l'incident du journal intime. Elle a essayé de me manipuler émotionnellement une dernière fois, disant que nous étions toutes les deux des personnes horribles, mais que j'étais juste meilleure pour le cacher. J'ai regardé ma sœur aînée, l'enfant chéri qui m'avait tourmenté pendant des années, et je n'ai ressenti absolument aucune pitié. J'ai fait un pas en avant et je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'elle avait à moitié raison. J'ai admis qu'une partie de ma motivation était absolument la vengeance. Je voulais qu'elle ressente la même dévastation et la même humiliation qu'elle m'avait forcé à ressentir à cette table de dîner. Mais j'ai clarifié que mon désir de vengeance n'avait pas fabriqué les preuves. Je ne l'ai pas forcé à voler ses clients. Je ne l'ai pas forcé à jeter ses collègues sous le bus. Je ne l'ai pas forcé à crocheter la serrure de mon coffre-fort. Je lui ai dit que la différence entre nous était que j'avais utilisé la vérité pour protéger des innocents qui auraient porté le chapeau pour ces crimes, alors qu'elle avait utilisé des vulnérabilités privées volées juste pour faire rire les gens lors d'un dîner. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai grande ouverte. Je lui ai dit qu'elle cherchait quelqu'un à blâmer pour l'effondrement total de sa vie, mais que la seule personne responsable se trouvait dans ses propres chaussures. Je lui ai dit de partir et que si jamais elle s'approchait de nouveau de mon appartement, j'appellerais la police. Morgane m'a dévisagé pendant une longue et angoissante seconde, réalisant que son pouvoir sur moi était complètement et définitivement brisé. Elle a remonté la capuche de son sweat sur ses cheveux en désordre, a franchi la porte et a disparu dans la cage d'escalier sans se retourner. J'ai fermé la porte, verrouillé le pêne dormant et j'ai enfin expiré. 6 mois plus tard, l'hiver de Boston avait fondu pour laisser place à un printemps radieux et prometteur. J'étais debout dans un immense amphithéâtre brillamment éclairé du Massachusetts Institute of Technology, ajustant le microphone fixé à mon revers. J'avais été accepté dans leur prestigieux programme d'études supérieures en toxicologie environnementale avec une bourse complète. J'étais sur le point de présenter mes recherches préliminaires sur la contamination pharmaceutique dans les bassins versants urbains à une salle pleine de professeurs estimés et de chefs de file de l'industrie.
C'était exactement le genre de science excentrique et sans avenir dont mon père s'était toujours moqué, et cela était sur le point d'assurer mon avenir. Alors que j'arrangeais mes notes sur le podium, j'ai jeté un coup d'œil au public. Tyler était assis au deuxième rang, souriant et me faisant 2 pouces en l'air enthousiaste. Assis juste à côté de lui se trouvait Harrison, qui était devenu un mentor incroyable pour moi au cours de la dernière demi-année. Et assis de l'autre côté de Tyler se trouvait l'oncle Kelvin, le seul membre de ma famille de sang qui m'avait contacté, avait écouté la vérité réelle et avait choisi de me soutenir. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste. C'était un email. Je l'ai sorti et j'ai vu l'expéditeur, Morgan. La ligne d'aperçu montrait un paragraphe décousu sur le fait qu'elle travaillait actuellement comme employée de facturation de bas niveau dans un entrepôt minuscule et déprimant, remettant la majeure partie de son salaire au fonds de restitution. Elle écrivait que nos parents refusaient toujours de reconnaître ce qu'elle avait réellement fait, vivant dans un état de déni bizarre, où j'étais la méchante qui avait ruiné sa vie pour un simple malentendu. Elle a terminé l'email en disant qu'elle espérait que j'étais heureuse de ce que j'avais fait. J'ai lu les mots et pour la première fois de ma vie, ils ne m'ont pas blessé. Ils n'ont pas suscité de colère, ni de culpabilité, ni même de satisfaction. J'ai juste ressenti un profond sentiment d'indifférence. Elle était une étrangère vivant une vie qu'elle s'était construite elle-même. J'ai tapé sur l'écran, supprimé l'email sans aucune réponse, et j'ai rangé le téléphone. J'ai regardé à nouveau Tyler, Harrison et l'oncle Kelvin. J'ai alors réalisé que la famille ne se résumait pas à l'ADN partagé ou à la présence au dîner de fête par obligation. La vraie famille se forge dans le respect mutuel, le soutien inconditionnel et l'honnêteté. J'ai pris une grande inspiration, je me suis approché du microphone et j'ai commencé ma présentation. J'avais perdu la famille dans laquelle j'étais né, mais dans les cendres de cette destruction, j'en avais construit une nouvelle. Et cette fois, j'étais exactement là où était ma place.